Mohamed Chef, bonsoir et merci pour votre temps. Euh, donc ma première question est toute simple. Est-ce que ce qu'on a vécu le fin août, début septembre, est-ce que c'est un phénomène, un tournant dans les mouvements migratoires ou bien c'est quelque chose qui est déjà une continuité? Non, donc déjà, ce mouvement, c'est pas quelque chose de nouveau, que ce soit en Europe ou au niveau mondial. Hein. Il suffit de rappeler, se rappeler, des fois, c'est beaucoup plus loin que ça. Si vous vous rappelez, par exemple, en 2018, il y avait une marche à partir du Honduras vers le Mexique et ainsi de suite. Donc, de l'Europe centrale, de l'Amérique centrale vers le Mexique, pour passer, tenter de passer vers les États-Unis. Donc là, par contre, donc le mouvement de groupe, c'est fréquent. Même au Maroc, nous avons connu ça. Nous avons connu en 2005, par la suite 2006, et ainsi de suite. Mais l'originalité, c'est qu'il y avait une majorité du subsahariens, des immigrés qui venaient d'ailleurs. Cette fois-ci, on a vu, c'est la deuxième fois que ça se produit, on a vu qu'il y avait aussi un grand nombre de Marocains. Et ça, c'est plus ou moins original. Même pas les enfants, parce que les enfants aussi, l'immigration d'enfants, c'est pas une immigration nouvelle. Hein, donc, il y a beaucoup d'enfants ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés qui sont déjà passés, qui sont en Europe. Mais ça date déjà plus ancien. Donc, si on regarde un peu dans le passé, euh, il y a un nom qui me vient à l'esprit, c'est un monsieur qui s'appelait Louis Mohamed, qui a Flimaï, en Belgique. Il est parti, il travaillait en Belgique à l'âge de 16 ans. Donc, ça, vous pouvez regarder, certainement, vous le trouverez, donc, de la personne. Donc, c'est quelque chose, maintenant, il y a de plus en plus. Donc, mais ça s'explique par plusieurs phénomènes, à mon avis. Hein. Donc, déjà, moi, ce qui me surprend, c'est comment il y a eu cette mobilisation. C'est ça la question qui se pose. Et qu'est-ce qu'il faut faire donc, parce que, bon, je crois que c'est une multitude de causes qui se sont alignées, qu'il faut prendre une à une et il faut essayer de trouver des solutions parce que ça part du foyer. Donc déjà, quand on voit un gamin de 12 ans qui cherche à partir, ça pose question au niveau familial, structure familiale et ainsi de suite. Ma deuxième question, professeur Chef, c'est par rapport au changement de cette structure de gestion des frontières, du système frontalier qui existe entre à la fois Ceuta et Fnedar et Melilla. Est-ce que ça peut induire aujourd'hui ce côté massif, spectaculaire de cette tentative? Est-ce que ça peut induire au niveau d'un changement, d'une restructuration de ce système frontalier? Là aussi, hein, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une spécificité du Maroc. On le voit un peu partout là où il y a les frontières. D'ailleurs, comme vous le savez très très bien, depuis la chute du mur de Berlin, tout le monde a applaudi. On espérait qu'il y aura plus de mur. Et on le voit maintenant quand on regarde un petit peu les frontières de la plupart des pays de destination, surtout là où il y a des passages, et ce barricade, c'est devenu une industrie pratiquement, donc avec des systèmes de surveillance très très sophistiqués, électroniques, bon, et c'est de plus en plus. Mais je ne pense pas que ça permettra d'arrêter un petit peu l'immigration. Proverbe africain, je crois, qui dit qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses mains ou quelque chose de ce genre. Donc à la limite, quand il y a du mouvement, donc il n'y a pas la confiance de part et d'autre pour permettre un petit peu une mobilité plus fluide, des va-et-vient beaucoup plus fluide, on ne pourra qu'assister à ce genre de phénomène. Et je crois que là, on a atteint un degré de surveillance de la part du moins des pays de destination qui est énorme. Bon, peut-être que du côté du pays de départ aussi, il y aura un renforcement des mesures, ça, je ne saurais vous le dire, mais je ne vois pas où on peut aller plus loin dans les mesures, parce que c'est devenu pratiquement une technologie très très développée, et vous pouvez regarder un petit peu, il y a des travaux universitaires sur ce domaine, comment les transformations des frontières. Je me rappelle, moi, la frontière entre le Maroc et l'Espagne, donc enfin, entre ces villes, ces enclaves, il n'y avait pas grand-chose, hein, il y a encore une vingtaine d'années. C'est-à-dire, il y avait un petit barbelé, on pouvait presque le sauter. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, voilà. Vous, en tant que géographe, quand vous voyez cette géographie, est-ce que ces deux rochers que sont Ceuta et Melilla, est-ce que aujourd'hui ils ont un sens sur le plan à la fois dans leur configuration actuelle, je veux dire. Est-ce que ils posent un problème de géographie à la fois et de vivre ensemble dans ces ils ont un caractère colonial. Est-ce qu'on peut aussi parler de ça?
Ça, c'est le reste de l'époque ancienne, hein, donc ça remonte au 15e, 16e siècle. Il y a une présence qui pose problème. J'espère qu'un jour, il y aura une solution un petit peu, bon, parce que c'est absurde. Quand on voit un petit peu ces enclaves bon, qui existent un peu partout, hein, donc dans d'autres régions de la planète. Et j'espère qu'un jour, il y aura une solution. Il y aura surtout donc une solution politique pour ce genre de problème. Parce que quand vous regardez un petit peu l'Espagne, ils revendiquent la même chose. Ils disent Gibraltar, c'est une présence anglaise à l'intérieur d'un territoire ibérique. Et on peut multiplier. À Hong Kong, c'était le cas. Et on peut. Macao, il y a plein d'enclaves de ce genre qui sont des réminiscences de l'époque lointaine. Comme vous l'avez dit très justement, l'époque où le colonialisme, c'était on trouvait des comptoirs sur des continents ou à l'intérieur dans un certain nombre de pays. Une dernière question, je sais que vous vous intéressez beaucoup aux travailleurs migrants au niveau de l'ONU, au niveau du comité onusien. Est-ce qu'on peut pas, c'est-à-dire, est-ce que le système aujourd'hui de mobilité entre l'Europe et le Maroc ou des pays du sud de la Méditerranée, de prévoir des mobilités pour cette jeunesse-là, en tant que travailleurs migrants, à la fois temporaires, à la fois pour répondre aujourd'hui à ce qui s'apparente à la fois une crise de mobilité, une crise sociale, socio-économique? Vous savez, il y a un paradoxe. Actuellement, quand on regarde un petit peu au niveau mondial, surtout les pays, sur les États-Unis, l'Europe et ainsi de suite, il y a un besoin. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de besoin. Il y a même un combat et une bataille sur les compétences notamment, d'autres compétences. Mais en même temps, on voit que ces pays se ferment de plus en plus. Et on le voit, ne serait-ce que la manière d'attribuer, par exemple, les visas, même pour touristes. C'est devenu très, très compliqué. Les statistiques, le coût et ainsi de suite, la durée, les démarches à suivre, ils sont de complexité inouïe. Mais en même temps, nous savons très, très bien qu'il y a un besoin. Et la meilleure preuve, quand il y avait le Covid, malgré le fait que les frontières étaient fermées, on a ouvert les frontières pour faire venir des ouvriers pour travailler dans le domaine agricole, parce qu'il y avait une crise, on avait besoin, personne ne pouvait faire au niveau par exemple en Corse ou ailleurs. Donc on avait besoin, on a essayé d'employer les étudiants, mais ça n'a pas marché. Ça, c'est une preuve. Donc il y a un besoin, mais simplement avec la montée de l'extrême droite, la plupart des pays tiennent un discours et un paradoxe qui va à l'inverse des besoins. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les syndicats, les entrepreneurs et ainsi de suite, ils demandent qu'il y ait mobilité. On le voit de plus en plus. Et ça, ce paradoxe, hélas, il va se multiplier dans les années à venir. Pourquoi? Parce que il y a la montée de l'extrême droite, et on l'a vu, hein, à chaque fois qu'il y a des élections, l'extrême droite engrange encore des voix, comme ce fut le dernier en date, c'est au niveau de l'Autriche. Merci beaucoup, professeur Mohamed Cheb, pour ces éclaircissements, pour votre temps. Merci à vous pour l'intérêt, et désolé si c'était rapide.